Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Bienvenue pour cette table ronde autour de Save et du passage à l'échelle. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Ok, bah, tout a l'air bon, donc je vais démarrer. Donc bonjour, moi je m'appelle Florian Desrousseaux, je suis chargé de marketing chez Ipon. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Jérôme Silly qui va animer le reste de la table ronde, qui est le directeur de la practice agile d'Ipon. Oui, bonjour. Donc, un petit tour rapide de l'outil que vous avez face à vous. Donc, sur votre droite, vous avez quelques boutons. Donc, le chat que je vois que vous utilisez déjà. Il y a un bouton questions qui est très important. Donc, je vous inviterai à poser vos questions uniquement dans cet onglet. Et vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. On y répondra à la fin. À la fin de la table ronde, je vous partagerai aussi un petit sondage pour que vous puissiez évaluer de la qualité des échanges. Concernant le format de la table ronde, donc on prévoit entre 35 et 40 minutes d'échange et on se réserve 10 minutes de questions-réponses à la fin. Voilà. Un petit mot d'Ipon, qui est organisateur de cette table ronde. Donc, Ipon est un cabinet de conseil international indépendant. Ipon, aujourd'hui, c'est près de 500 collaborateurs qui travaillent sur 4 continents, donc notamment en Europe, bien sûr, avec la France, aux États-Unis, en Russie et en Australie. Donc, on a un fort objectif de croissance organique puisqu'on souhaiterait embaucher notre millième collaborateur pour les JO de Paris en 2024. Et concernant notre motivation, euh, nous mettons au centre de toute transformation numérique l'énergie du collectif et l'intelligence collective. Et notre objectif final, c'est de rendre nos clients performants et innovants sur leur marché. Alors, concernant nos intervenants, déjà, je voudrais les remercier de nous avoir rejoints. Donc, aujourd'hui, nous serons en compagnie de Thibaut Scarpa, qui est programme directeur Agile at Scale à la Société Générale, et Wilson Sagno, qui est Agile Coach Lead chez BNP Paribas. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Jérôme qui va pouvoir se présenter, et je vais laisser la parole aussi à nos deux intervenants qui pourront aussi se présenter. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ouais, merci Florian. Effectivement, donc moi je me présente, je suis Jérôme Silly, je suis responsable de la practice agile chez Ipon. Et par le passé, j'ai pas toujours été donc chez Ipon et en société de service, et j'ai passé un petit peu de temps chez Bouygues Télécom et un petit peu de temps au PMU. Et maintenant, je suis chez Ipon, où j'ai aussi notamment travaillé à la BNP. Et je vais laisser la parole à Thibaut. Bonjour, tout le monde m'entend bien? Oui. Donc Thibaut Scarpa, je suis responsable de la mise en œuvre des pratiques agiles à l'échelle au sein de la Société Générale. Alors pas pour toute la Société Générale, parce que c'est gros la Société Générale, on a beaucoup de DSI qui déploient l'agilité à l'échelle. Moi, je travaille pour la DSI qui est en face des directions centrales du groupe. Donc nos clients, ce sont les ressources humaines, la finance, les risques, les équipes de conformité. Et donc j'ai ce poste depuis 2 ans et après une très longue carrière à la Société Générale, puisque ça fait 25 ans que je travaille dans l'entreprise. Wilson. Merci Jérôme, bonjour tout le monde. Donc je suis Wilson Sagno, donc coach lead au sein de BDDF IT. BDDF, c'est la branche des réseaux d'agences du domestic market de BNP Paribas. Et moi, je suis précisément en fait au sein de cette DSI. On travaille là actuellement en collaboration avec notre programme de transformation, et ça fait 12 ans que je suis chez BNP Paribas après avoir eu plusieurs différentes missions au sein de cette même entreprise. Ok, merci Wilson, merci Thibaut. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, si vous êtes là, c'est que vous connaissez tous Safe. Hein, donc là, on va essayer de répondre à une question. Est-ce que Safe est indispensable pour passer à l'échelle? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Safe, c'est un leader des frameworks de l'agilité à l'échelle. Hein. On va même dire le leader, parce que c'est le plus utilisé dans tous les cas. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en février 2019, il y avait à peu près 50 entreprises en France qui utilisaient Safe. Aujourd'hui, il y en a 85, un peu plus de 85 même, puisque c'est des chiffres qui datent de janvier 2021.
Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est un petit peu avec Wilson et Thibaut, c'est de savoir quels sont les apports de Safe par rapport à leur contexte, aussi bien chez BNP, BDDF et que à la Société Générale, et aussi de voir quels sont aussi les points qui sont à améliorer, qui dépendent plus du contexte. Et après, on essaiera en conclusion de vous donner des petits takeaways pour que vous puissiez repartir avec une petite réponse sur la question, alors qu'il faudrait un peu plus que 3 quarts d'heure pour répondre à cette question. Eh ben, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais tout de suite passer la parole à Thibaut. Alors, Thibaut, Safe, ça marche? Alors, je ne peux pas répondre à cette question en un mot ou en 10 secondes, mais déjà pour commencer, je ne sais pas si on est les seuls sur la place, et je ne sais pas s'il en existe beaucoup sur la place. En tout cas, nous, on ne déploie pas un modèle qui est 100% safe, c'est-à-dire qu'on a une très grosse inspiration. Notre operating model, en effet, il est très fortement inspiré de safe, mais on est aussi allé piocher de l'inspiration ailleurs, et typiquement Spotify, qui est un autre modèle d'organisation, nous a servi aussi beaucoup d'inspiration. Globalement, aujourd'hui, à la Société Générale, on utilise Safe sur tout le volet gouvernance autour de chaînes de valeur. Je vais développer un petit peu le sujet juste après. Et la partie Spotify, on s'en est inspiré plutôt pour l'organisation de nos équipes. Donc, on a organisé nos équipes en tribus, on a créé des squads, on est en train de mettre en place des communautés avec des chapters, des ligues, etc. Donc, on a fait notre marché un peu sur ce qui existait et on s'est fait notre propre operating model. Après, si on regarde un peu plus en détail comment on a déployé Safe, je décrirais notre organisation en modèle à trois étages. Et chacun de ces étages, il est relié par une espèce de colonne vertébrale qui sont les chaînes de valeur. La première chose fondamentale qu'on cherche à mettre en œuvre dans nos transformations, c'est cet alignement sur la notion de chaîne de valeur. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une chaîne de valeur, mais en 3 mots, une chaîne de valeur, c'est un ensemble d'activités qui, mises bout à bout, donc des activités métiers, des activités IT, qui, mises bout à bout, contribuent à créer de la valeur pour un utilisateur final. Donc, c'est à la fois des processus métiers et c'est l'IT associé. Donc, la colonne vertébrale de notre transformation, c'est cet alignement sur les chaînes de valeur. Autour de cet alignement, on va mettre 3 niveaux de pilotage et chacun de ces niveaux va apporter de la valeur dans la transformation. Donc, si je prends le niveau le plus haut, au niveau chaîne de valeur, on va travailler sur la mise en place de lignes produits. Donc, on va créer des product management, team, des équipes de gestion des produits, ce qui nous amène à embarquer très fortement le métier dans cette transformation. C'est un des éléments, je dirais, vraiment essentiel aujourd'hui de notre transformation, c'est qu'elle devienne une transformation d'entreprise avec une très forte implication du business. Pourquoi on a besoin du business dans cette transformation? D'abord parce que on veut les remettre un petit peu au cœur de leur destin, c'est-à-dire leur redonner la main sur les décisions en termes de conduite de roadmap informatique. Donc remettre le métier au cœur du processus de décision de ce qui doit être fait en termes d'IT. Et puis, on veut les embarquer dans la transformation parce qu'on veut donner du sens à ce qu'on fait. Et donc, typiquement, ça passe par l'élaboration d'une stratégie qui va être communiquée et qui va se décliner sur les différents niveaux de la fusée. Et c'est très important, en fait, cet alignement, cette vision, parce que ça permet de donner du sens à ce qu'on fait et de faire en sorte que chacun se sente investi d'une mission au sein de l'équipe qui contribue à la délivrerie de la chaîne de valeur. À commencer par le développeur qui est tout en bas de l'échelle, il doit être capable finalement de remonter jusqu'au pourquoi je suis en train de faire ça, et en quoi le développement que je suis en train de faire aujourd'hui s'inscrit dans la stratégie de l'entité pour laquelle je travaille. Donc ce volet-là, pilotage en chaîne de produits, c'est le premier niveau, le niveau haut de la fusée.
Ensuite, comme je le disais, on travaille aussi à restructurer l'organisation de nos équipes, donc sous forme de tribus, ce qui nous amène aussi à mettre en place des mécanismes de synchronisation d'équipes les unes par rapport aux autres. Donc, l'agilité de base, c'est une équipe qui délivre. L'agilité à l'échelle, c'est plusieurs équipes qui vont essayer de délivrer ensemble. Et donc là, autour de ça, on met en œuvre des pratiques de synchronisation type train, et aussi des notions de communauté, qui sont des notions très fortes aussi dans SAFE, pour développer l'expertise avec la mise en place de chapitres, comme je le disais. Et enfin, le niveau tout en bas, le troisième niveau, c'est le niveau des équipes IT, ce qu'on appelle des squads ou des équipes agiles, avec lesquelles on travaille beaucoup sur le développement de pratiques de type Scrum, de type Kanban, avec toutes les méthodos agiles qu'on connaît, qui visent à renforcer l'efficacité de la delivery avec des méthodes itératives incrémentales que Ouais. tout le monde Thibaut, connaît très bien. avant de passer la parole à Wilson, il y a une Mhm. question qui a l'air, qui est vraiment en rapport avec qui fait vraiment écho sur ce que tu viens d'évoquer. C'est faites-vous la différence entre la chaîne de valeur métier et dev au sens safe? Donc si tu as, une minute pour répondre à ça, ou si tu préfères qu'on le fasse peut-être après, mais En fait, on cherche à ne pas faire de différence, c'est-à-dire que virtuellement, on crée une organisation totalement alignée. C'est-à-dire que, évidemment, d'un point de vue purement hiérarchique, le métier, il est côté métier, l'IT continue d'être côté IT. Mais, et ça, je crois que le SAFE l'explique très bien, on cherche à avoir une organisation matrice, enfin, comment dire, le mot m'échappe, logique plus que physique, dans lequel vraiment tous les acteurs qui contribuent à la délivrerie de la chaîne, que ce soit des métiers ou des IT, soient intégrés en fait dans ce pilotage. Donc moi, je ne fais pas de différence personnellement. Et quand on parle de transformation, on parle bien de transformer la chaîne de valeur dans son ensemble. Et c'est le métier, et c'est l'IT. ok, moi ça me semble très clair. Alors Wilson, je vais te laisser la parole maintenant, parce que effectivement, là, comme Thibaut vient de nous expliquer un petit peu les apports qu'il y avait à la Société Générale. Alors, c'est un petit peu différent chez BDDF, et je propose que tu nous dises comment tu caractériserais les apports de Safe dans ton contexte bien particulier qui est celui de BDDF. Ouais, effectivement. En fait, il faut savoir que chez BDDF, on travaille déjà dans un premier temps avec vraiment en collaboration en fait avec un programme de transformation qui a démarré en ce début d'année. Et donc, on travaille conjointement avec les différents centres d'expertise. Et donc, en fait, dans un monde, il faut savoir, dans le monde de BNP Paribas, qui est pas encore très agile, le moyen de rassurer en fait tout le monde, il suffit de fournir, il faut fournir en fait un plan bien détaillé et bien clair pour toutes les parties prenantes, afin que chacun soit rassuré en fait du travail qui va être mis en place. Avec Safe, là, on a pour le coup une méthodologie et un framework qui va rassurer tout le monde, comme son nom le dit, qui va retirer en fait toutes les questions, tous les questionnements en fait qui peuvent arriver, toutes les incertitudes qui peuvent arriver en fait dans l'entreprise. Et donc ça, on va nous permettre en fait de pouvoir en fait nous aligner. Il faut savoir que chez BDDF, on s'est cadencé en fait à partir de Tom Guide qui ont été mis en place par des équipes PACE de BNP. On s'est notamment aussi Alors, appuyé. Wilson, là, il faut peut-être que tu expliques ce que c'est un Tom Guide, parce que là, je suis pas sûr que tout le monde ait bien la clé là-dessus.
Excusez-moi. En fait, le Tom Guide, ça va être tout simplement en fait notre bible, voilà, pour vulgariser, qui va nous permettre de pouvoir en fait suivre en fait notre avancement. La plupart des entités en fait opérationnelles qui ont expérimenté en fait l'agile vont s'appuyer dessus et en fait de ces expériences, ça va nous permettre de pouvoir utiliser en fait toutes les bonnes pratiques, hein, des uns et des autres en fait pour pouvoir avancer. Et donc c'est par ce que je disais qui a permis en fait à BNP Paribas et BDDF exactement, hein, j'insiste beaucoup, pour entamer et pour pouvoir en fait s'aligner. On a choisi nous dans Safe d'utiliser en fait le PI planning qui va permettre en fait à chaque collaborateur en fait et à chaque entité de s'aligner et de pouvoir en fait avancer. Et il faut savoir que comme je disais, notre Tom Guide est là et on s'est un petit peu à l'image de Thibaut, on s'est appuyé en fait sur plusieurs méthodologies, à savoir le modèle Spotify et également aussi le modèle Lex. Donc on a été pioché un petit peu dans chacune des équipes pour pouvoir en fait nous permettre en fait d'avancer. Et en fait, il faut savoir que cette transformation en fait a un double objectif pour faire vivre concrètement en fait il y a comme aime le dire notre directeur de programme un fameux triptyque qui est le faster, le better et le happier. L'idée c'est de transposer et de généraliser en fait les méthodes de travail dans le fonctionnement des métiers et des fonctions de BDDF, hein. Euh, Comme je disais préalablement, en fait, on a pris l'expérience de ce qui s'est fait chez Fortis, hein, voilà, qui est très avancé en fait dans l'agilité, et également aussi notre entité en fait BNL, hein, qui est l'entité de BNP Paribas en fait en Italie, qui eux sont très avancés en fait dans leur méthodologie. Et donc ces contributeurs en fait ont travaillé sur le Tom Guide pour pouvoir en fait tout simplement nous le mettre à disposition. Et donc, nous travaillons en fait en étroite collaboration avec les entités PACE, hein, le programme de transformation. Est-ce que tu peux nous donner quelques autres bonnes pratiques en dehors du PI planning que vous utilisez Ça c'est vraiment le PI planning en fait c'est vraiment notre sujet notre framework en fait d'alignement la cérémonie qui va nous permettre en fait de vraiment nous aligner, et également aussi on va utiliser en fait toutes les parties comme je disais, tout ce qui est lié en fait aux épiques, tout ce qui est lié en fait au futur. Ces différentes couches en fait vont être essentielles pour nous permettre de pouvoir en fait avancer. Voilà, c'est vraiment l'un des éléments en fait qu'on a emmené le plus souvent en fait à pouvoir utiliser. Après, il y a certaines fois, on peut être emmené à pouvoir utiliser des agile release train, mais c'est relativement compliqué en fait de pouvoir aligner tout le monde, hein, chez BDDF, hein, et faire en sorte que tout le monde en fait puisse démarrer en même temps. Ok, donc là, effectivement, donc toi, tu dis, vous piochez certains outils que propose Safe, et pour pouvoir effectivement prendre le meilleur des pratiques agiles pour amener tout le monde à passer à l'agilité à l'échelle. Exactement. Alors, on a vu quelques apports. Donc maintenant, ce que je vous propose, et je vais repasser la parole à Thibaut, c'est de voir un petit peu, ouais, Safe, ok, il y a des choses, il y a des apports, mais il y a des choses qui marchent un petit peu moins bien. Et peut-être que tous les gens qui sont venus à cette table ronde aimeraient bien savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut améliorer ou sur quelle partie il faut faire attention quand on utilise Safe et comment on l'adapte finalement. Thibaut, je te laisse la parole. En fait, ouais, j'avais prévu de donner 3 points précis là. Et finalement, en lisant les questions, il y en a même un quatrième qui peut être intéressant de regarder, parce que je pense qu'il y a Léa qui pose une question. Non, c'est pas Léa, pardon, zut, ça a scrollé et du coup, non, c'est Salim.
au sujet de la charge de Safe vis-à-vis de la valeur métier, et a-t-on une balance positive? Et je trouve que c'est une bonne question parce qu'en effet, nous, on le constate vraiment au quotidien dans notre transfo, la difficulté qu'on a pour faire en sorte que les gens s'approprient le framework qu'on met en place, c'est qu'il faut savoir faire des renoncements sur les modes de travail d'avant. Et sans ces renoncements, effectivement, la transformation peut être vue comme extrêmement lourde, alors qu'in fine, elle vise à la simplifier. C'est-à-dire que globalement, tout à l'heure, je parlais d'un alignement sur une logique de chaîne de valeur. On va avoir une instance de pilotage principale qui va être l'instance de PMT Board qu'on appelle chez nous, qui va piloter la delivery de cette chaîne de valeur, et ensuite des instances agiles. Et en principe, c'est tout. Au-dessus de ça, on a une instance de type strategic board qui va consolider la vision des différentes chaînes de valeur à la maille d'une direction centrale chez nous, par exemple. Si je prends par exemple la RH, on va avoir un strategic board qui va aligner la vision stratégique de toutes les chaînes de valeur qui sont alignées en face de la RH. Mais c'est tout. On a 3 niveaux. Le niveau stratégique, le niveau PMT aligné sur chacune des chaînes de valeur, et après le niveau du pilotage IT. Or, aujourd'hui, on sait bien que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a des projets, il y a des OPCO, il y a différents comités, il y a des comités d'investissement, il y a des comités, il y a tout un tas de choses. Et donc, en effet, c'est très important, et nous, c'est un sujet sur lequel on challenge beaucoup les équipes pendant les transformations. Ça ne fonctionne que si on fait des renoncements. Et ça, c'est compliqué. Donc, je ne pense pas que Safe décrive la bonne façon de bien régler ce problème, mais très clairement, c'est compliqué et c'est clé parce qu'il ne faut pas que ce qu'on met en place soit vu comme quelque chose qui se rajoute en plus d'eux, mais qui vient simplifier une organisation qui existait avant. Je ne suis pas en train de dire, je ne sais pas comment donner de solution à ça, hein, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet d'attention chez nous et c'est du cas par cas en réalité. Et il faut bien l'avoir en tête. Les gens ont du mal à renoncer à la façon dont ils avaient l'habitude de travailler. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils sont satisfaits de la façon dont ils travaillaient déjà auparavant. Donc ce renoncement, il est clé. Donc, Voilà, c'était juste pour rebondir sur une des questions. Ouais. Donc c'est un peu l'accompagnement au changement finalement qui va être la chose qui va être peut-être la plus difficile, et finalement que le framework là va pas être si magique que ça, c'est-à-dire qu'il faudra c'est pas magique parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait différents niveaux d'entraînement, en fait, entraînement au sens où on va entraîner l'entreprise dans cette transformation. Et c'est facile, je dirais, de booster la transformation, enfin facile entre guillemets, mais booster la transformation au niveau des équipes IT. En général, enfin en tout cas chez nous, ça n'a jamais vraiment posé de problème. On a mis facilement en place des pratiques agiles, on a mis facilement mettre en place un PI planning, c'est facile. À la rigueur, même mettre en place des équipes agiles alignées avec des product owners, tout ça, on arrive à le faire. Mais quand il s'agit de faire en sorte de changer aussi la façon dont le métier perçoit la façon dont il doit gérer son IT, ça c'est compliqué. Et donc il faut une force d'entraînement qui arrive aussi du dessus, très clairement. Et une transformation agile, agile à l'échelle, elle ne peut fonctionner que dès lors qu'il y a un très fort sponsorship aussi de la direction générale. Et donc ça veut dire qu'en effet, il faut les former, il faut les accompagner, il faut leur expliquer quelle est la valeur, pourquoi on fait tout ça, et pour que progressivement ça percole dans les différentes sous-couches en fait entre les deux. Et chez nous, ce qu'on constate, c'est que Frédéric Oudéa est extrêmement sponsor de la démarche. Il s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet. Frédéric Oudéa, c'est notre PDG. Il s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet. Au niveau de l'exco, de la Société Générale, c'est aussi des choses sur lesquelles on n'a pas trop de difficultés à motiver les gens. En bas de la pyramide, on a aussi une certaine dynamique pour passer à l'échelle. Et à un moment donné, il y a une zone floue. En général, dans des couches de middle management. Et c'est vraiment ces zones de l'organisation-là que nous, on cherche à spotter en termes de change management. Et là, je parle des business owners, enfin les gens qui demain jouent les rôles de business owner, de product manager, voire de product owner dans l'organisation. D'accord. Et donc, on a un plan d'accompagnement spécifique qu'on met en place pour accompagner ces gens-là, parce que ça ne se fait pas tout seul, et ça, Safe, effectivement, ne fait pas tout. Donc plutôt pour des rôles métiers, alors, ce que tu dis.
Ouais, essentiellement pour des rôles métiers, ouais. Et donc, maintenant, je me retourne aussi vers Wilson. Hein. Alors, qu'est-ce qui ne fait pas tout à la BNP? Ouais. Et comment, toi, tu gères ça au quotidien avec tes équipes, Wilson, pour faire en sorte que les apports puissent venir sur ces parties où il faut mettre de l'huile dans les rouages, je dirais. Mais effectivement, c'est vrai que Safe ne fait pas tout. On le voit hein, dans la plupart en fait des transformations que Safe va permettre entre autres de conserver en fait et de préserver les différents rôles qu'il y a déjà en place. Hein. Sauf que chez BDDF en fait on a décidé de faire autrement. On a décidé en fait de casser un petit peu les lignes hein, et de remettre un petit peu au goût du jour en fait les différents rôles qu'on pouvait découvrir et qu'on pouvait voir également aussi. Donc on s'est organisé en fait en domaine hein, en domaine métier pour justement en fait après permettre de pouvoir déployer assez simplement en fait nos différents frameworks hein. Le framework Safe hein. Donc on a on a le domaine, ensuite on a des squads qui arrivent en fait au niveau de ces équipes hein. Et ça permet après de pouvoir en fait aligner tous les collaborateurs et tous les équipiers en fait au sein des entités. Et puis aussi pour revenir un petit peu sur ce que je disais un petit peu avant, on n'arrive par exemple pas chez BNP Paribas et chez BDDF IT, on n'arrive pas par exemple à lancer plusieurs arts en même temps parce que c'est très compliqué et parce qu'en fait on fait appel à plusieurs métiers et à mon sens hein, le framework Safe reste très compliqué en fait à appréhender pour des collaborateurs et surtout pour un ensemble de personnes comme chez BDF IT qui avaient auparavant jamais fait de l'IT. Parce que comme je l'ai dit précédemment, on essaye d'aligner, c'est-à-dire les métiers, les fonctions avec l'IT pour justement embarquer tout le monde. Et à mon sens, si on n'a jamais fait d'agilité, au sein de Safe, il y a énormément en fait d'artefacts et d'outils Safe hein, à mettre en place. Hein. Et à notre niveau, on n'a pas voulu en fait le déployer comme en faisant du Safe by the book. Hein. On a essayé d'embarquer les différentes personnes petit à petit. Là, actuellement, au niveau du programme de transformation, on s'attelle au niveau des équipes métiers, c'est-à-dire toute la partie métier, toute la partie domaine, avec des formations qui arriveront par derrière, de façon à avoir en fait une inculturation, une sensibilisation liée en fait à l'agilité, pour après essayer d'embarquer vraiment tout le monde et avoir en fait cette excellence opérationnelle. Alors, ce qui est fort dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, Safe ne fait pas tout, mais pour le coup, sur la partie formation, on peut dire quand même que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal fait sur Safe. Après, on peut en dire ce qu'on veut des formations Safe et tout ça, mais elles sont plutôt pas mal. Et notamment, tu parlais de celle du métier. Et je sais que la POPM, moi j'ai lu le workbook de la POPM, elle est plutôt pas mal, quoi. Et elle est assez proche de la PSPO. Enfin, un petit peu différente de la PSPO, mais elle est quand même plutôt bien faite. Parce qu'il y a aussi cette partie product management qui n'est pas forcément faite sur des formations plus orientées product owner. Ouais, effectivement, mais juste pour apporter une précision sur ce que tu dis, c'est pas des formations en fait qui sont ciblées Safe. Hein. C'est une acculturation en fait un vernis lié à l'agilité et dans ce programme en fait dans ce parcours de formation, on va venir à un moment donné toucher à la notion de l'agile à l'échelle, mais encore une fois, comme je le disais, on ne fait pas que du safe. Hein. Donc, on voit le modèle le modèle Spotify et le laisse. Et puis, il y a ces éléments en fait liés à Safe
qu'on va voir, mais pas dans sa globalité. Ok. Ouais, moi, je mets un tout petit warning, voire un bémol. Désolé si je peux ouvrir une toute petite parenthèse. Non, sur vas-y, le vas-y, sujet Thibaut, il n'y a pas de problème, on des est là pour formations. ça. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Nous, on a testé les formations SAFE, Leading SAFE, POPM, et on les délivre même nous-mêmes directement au centre agile avec nos propres coachs, ce qui nous offre une très grande souplesse pour même les personnaliser. Il faut faire attention au phénomène du name dropping ou du jargonnage. Là, c'est quand même. Alors, ça passe très bien. Enfin, ça passe à peu près bien avec les équipes IT. La Leading Safe, nous, on la passe. On a beaucoup de retours positifs du côté des IT. Côté métier, c'est un tout petit peu plus mitigé. Il faut faire attention parce que il y a beaucoup de jargon. Il y a pas mal de vocabulaire que les gens découvrent pendant la formation. Donc, attention. Soit ça s'adresse à des gens qui ont quand même un petit vernis et voire une certaine culture ou une appétence pour le sujet. Soit, et c'est ce qu'on a commencé à faire nous aussi récemment, il faut savoir aussi vulgariser les concepts. Et donc refaire un petit peu tous ces formats de formation-là, mais en déjargonnant au maximum, parce que sinon, enfin, nous, on peut perdre facilement des gens, principalement côté métier, en donnant l'impression que c'est technique et que ça jargonne trop, etc. Donc attention à ça. Formation safe, oui, mais Il y a il une faut très bonne bien remarque. sélectionner le public. Ouais. Et effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que Thibaut vient de dire, il faut savoir en fait que là depuis janvier, on accompagne, nous avons des centres d'expertise en fait qui sont mis en place, des centres d'expertise métiers avec des orientations plutôt techniques, et également aussi un centre d'expertise en fait agile qui va accompagner en fait tous les domaines dans la mise en place de leur objectif, hein, pour justement en fait les accompagner en ce sens. Alors effectivement, comme le disait Thibaut, ce n'est pas forcément simple au quotidien parce que il ne faut pas perdre les métiers en ce sens-là, avec notamment des termes qui risqueraient de faire peur là immédiatement. Mais c'est vraiment en fait un accompagnement avec un parcours de formation qui englobe tous ces éléments-là et permet de pouvoir accompagner pleinement nos collaborateurs qui ne sont pas acculturés à ce langage-là. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on est déjà un petit peu en dehors de nos clous, de ce qu'on avait prévu. Donc, on va plutôt passer sur la conclusion et puis en même temps, on essaiera de dire comment on peut adapter, quelles sont les adaptations possibles, mais on va plutôt passer directement à la conclusion en même temps que les adaptations, parce qu'on l'a déjà évoqué et tout ça. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'il faut se garder un petit temps de questions-réponses pour la fin, parce que Florian va nous sélectionner quelques questions qui ont récolté le plus de points. Et je pense que c'est important pour tous les gens qui nous ont fait le plaisir d'assister à la table ronde. Alors, Il y a plein de pour la questions super intéressantes. Ouais, merci beaucoup. Effectivement, je vois ça. Et on tentera d'y répondre après, pour le coup, plus à froid que dans le chaud. Donc là, on va passer plus, Florian, si tu peux continuer. On va donner quelques petits takeaways et quelques petits. On va tenter de répondre à la question sur la conclusion. Donc, est-ce que Safe est indispensable pour mettre en place l'agilité à l'échelle? Alors, je ne sais pas s'il est indispensable, mais au moins il est incontournable. Il est incontournable à mon sens, au moins pour se bencher par rapport aux outils qu'il propose. Et on l'a vu, Wilson et Thibaut, vous avez notamment beaucoup évoqué la boîte à outils qui était de Safe. Hein. D'ailleurs, c'est John Cotter qui le dit aussi, donc un agiliste notoire. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'un framework va faciliter l'adoption. Après, est-ce qu'il faut tout prendre de Safe? Vous l'avez très bien dit, vous deux, certainement pas. Et puis, voilà. Maintenant, Safe fait des progrès. Je pense qu'il va continuer à en faire. Et puis, c'est via au contexte qu'il faut l'adapter. Je te laisse commencer la conclusion, Wilson. Et puis après, on aura la conclusion de Thibaut.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'au au niveau de Safe, Safe peut ne pas paraître en fait indispensable, mais à mon sens, je dis bien à mon sens, hein, parce que je pourrais avoir des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Pour moi, c'est une super boîte à outils. C'est une super boîte à outils parce que il y a énormément en fait d'éléments qu'on peut venir prendre, qu'on peut venir piocher pour justement nous aider, nous, coachs, dans la mise en place en fait de nos accompagnements et dans l'accompagnement en fait des entreprises. Hein. Et après, il faut savoir, comme on dit, hein, c'est un framework, c'est un cadre qui est donné et c'est à nous de nous adapter. Chaque métier en fait est complètement différent et pour moi, il appartient donc en fait aux entreprises, aux organisations qui choisissent cette implémentation en fait de l'agile at scale, d'identifier et aussi d'éliminer en fait les différents risques qui pourraient y avoir dans leur mise en place et dans leur évolution. Et une fois que on aura éliminé tous ces éléments, je pense que pour moi, on peut venir récupérer dans Safe, piocher dans Safe tous les éléments dont on a besoin pour nous permettre en fait de pouvoir avancer et de profiter au maximum en fait de cette approche. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont contre Safe, hein, mais il faut savoir que pour ma part, c'est une excellente boîte à outils. Notamment, on en discutait tout à l'heure, Jérôme. Ils ont essayé avec la version 5.0, de justement gommer certaines critiques qu'il y avait. Donc, il faut pas le déployer à full time, save by the book, mais il faut savoir l'utiliser comme une boîte à outils et comme une boîte de référence, comme un peu le programme BNP Paribas BDDF IT l'a fait, et également aussi comme moi je le fais lorsque j'accompagne les différentes équipes. Voilà mon takeaway. Merci Wilson. Thibaut, je te laisse Ouais, la en conclusion fait, des je vais aller conclusions. vite, Alors. je vais aller Non, vite non, sur non, cette non, sans aller vite. question pour qu'on ait le temps de répondre à Ouais, des c'est vrai. questions aussi après. Parce que globalement, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Wilson. Safe, adapter Safe, c'est important. Je pense qu'on n'a pas tous besoin de déployer le modèle à je ne sais plus combien de niveaux jusqu'au niveau portfolio. Enfin, je veux dire, il y a des organisations peut-être dans lesquelles on peut se contenter d'un modèle simplifié. Donc, en effet, il faut que chacun se pose la question de quelle est la profondeur de complexité du modèle qui lui convient. Et une fois que c'est défini, c'est là que peut-être je peux apporter un petit élément supplémentaire par rapport à ce que disait Wilson, c'est que quand bien même on a défini son operating model safe, c'est ce qu'on a fait, à chaque fois qu'on est confronté au déploiement de ce modèle dans une équipe donnée, en face d'un métier donné, on refait des ajustements et des compromis par rapport à notre propre modèle. On ne va pas forcément non plus déployer notre propre modèle partout. Typiquement, il y a des endroits où des PI planning, on ne va pas en faire parce que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas besoin de complexité, il n'y a pas besoin d'avoir cette instance de synchronisation entre les équipes. Donc, on va mettre quelque chose de plus léger. À l'inverse, il y a d'autres endroits où on va avoir besoin de beaucoup plus de synchronisation parce que c'est lourd. Et là, on commence même à expérimenter la notion de solution train aussi. Parce qu'il y a des cas, des équipes où on a besoin d'aller Alors, synchroniser plusieurs trains les uns entre les autres. ouais, c'est ça qu'il faut Donc en préciser. fait, c'est une adaptation permanente et on doit se re-questionner à chaque fois. Moi, je cherche, quand on démarre une nouvelle transformation, je ne cherche pas à leur poser une Bible sur le bureau en disant ça c'est l'operating model, il faut tout instancier de A à Z. Non, et c'est un peu la valeur ajoutée aussi de nous, les coachs, de nos équipes. On va réfléchir ensemble à ce qui va apporter le plus de valeur. Ouais, j'en reste là parce que je voudrais qu'on se garde du temps pour Ouais, répondre à des questions, notamment exactement. sur l'analyse, la priorisation par la valeur. Je pense que c'est une très bonne question sur laquelle je voulais aussi intervenir. Écoute, Notre... je pense qu'on peut commencer par ça. Alors, je vais essayer de rechercher la question. C'était C'est qui l'a posée? Monique Ambroisine qui nous pose la question sur la Alors oui, priorisation la par la question de Monique. valeur. Je vais répéter juste la question et puis Wilson et Thibaut, vous allez y répondre.
ou tenter d'y répondre, hein, Monique. On ne sait pas si on aura la bonne réponse. C'est toujours un sujet à caution, ça. Alors, la question, c'est où en êtes-vous de la priorisation par la valeur? Définissez-vous des PI objectifs et une valeur métier leur sont-ils attribués par le business owner lors des PI planning? Qui c'est qui commence? Allez, Je vais bien Thibaut. commencer. Enfin, Elle te tient à cœur, cette question. Non, oui, oui, parce que en effet, je voulais justement, moi, dans mes takeaways, aussi revenir un petit peu sur ce sujet de la valeur. Donc, c'est pour ça qu'elle me tient à cœur. En effet, la transformation, elle ne fonctionne qu'une fois qu'on a réussi à démontrer aux gens qui vont être transformés, qu'ils vont en retirer une certaine valeur. Donc, c'est un élément clé et c'est un élément compliqué parce que mesurer la valeur d'une transformation agile à l'échelle, ben, c'est pas facile. Et moi, par rapport à ça, je vois je pense qu'il y a plusieurs niveaux sur lesquels on doit travailler pour objectiver la valeur concrète. Et par rapport au niveau d'organisation que j'évoquais au début de notre échange, je pense que le plus important, c'est le niveau du haut, c'est comment le métier finalement va réussir et par quels indicateurs le métier va réussir à factualiser que la roadmap de développement informatique que je suis en train de mettre en œuvre sur les 12, 24, 36 prochains mois, elle est bien en train d'apporter la valeur que j'attends par rapport à ma stratégie métier, qui est de capter plus de clients, de faire plus de NBI, de diminuer mes risques, etc. Et donc, un des premiers, c'est un sujet extrêmement important et complexe, et qui est pourtant pas celui par lequel nous, on a commencé, c'est le sujet des OKR. Je pense que c'est important que on parlait de partager une vision et une stratégie. Il faut que cette vision, elle se matérialise par des mesures en fait tangibles. Et donc la définition d'OKR par lesquelles le métier va fixer ses objectifs et définir des moyens de mesurer l'atteinte de ces objectifs, pour moi, c'est un élément clé parce que c'est comme ça qu'au fil du temps, on va pouvoir vérifier que, OK, j'avais prévu de faire 10% de NBI en plus, à combien j'en suis et en quoi ma stratégie IT a contribué à cet objectif. Et ensuite, ces OKR qu'on définit à un niveau stratégique, souvent au niveau des business owners, on va chercher à les décliner dans chacune des chaînes de valeur de manière à ce que les équipes aussi s'approprient la stratégie de l'entité. Ça, c'est le premier point sur la première notion de valeur. Après, en effet, il y a différentes façons de délivrer de la valeur. Et un des éléments clés de l'agilité, c'est aussi de réussir à mettre en place des mécanismes qui permettent au métier de scorer un petit peu la valeur des différentes initiatives qui vont se retrouver sur la table des product managers. Et donc oui, en effet, on commence aussi à déployer des outils. Alors là, c'est pareil, c'est pas, il n'y a pas une recette de cuisine miracle, hein. Les outils, il faut les ajuster aussi en fonction du contexte de chacune des entités, mais des outils qui vont permettre sur des critères tangibles et concrets pour l'entité métier de scorer une initiative par rapport à une autre. Et l'idée, c'est que le métier se définisse ses paramètres, ses propres paramètres, pour qu'à l'issue des séances de priorisation, on soit bien sûr que le projet qu'on va lancer, c'est bien celui qui fait le plus de valeur. Alors, ce que je vois, c'est ce qu'on aurait pu faire une table ronde, même sur cette question-là, tellement il y a de choses à dire. Il y a beaucoup à dire. Merci d'avoir commencé à y répondre. Donc, on essaiera de faire une petite question-réponse par écrit qu'on pourra envoyer à tous les participants. D'ailleurs, si je peux juste ajouter un mot dessus par rapport à Wilson, il n'y a aucun problème, c'est là pour ça même. Ouais, à ce qui est fait par rapport à la valeur chez BNP Paribas. Je vais essayer d'aller vite là-dessus. En fait, il faut savoir que chez BNP Paribas, on a une boucle de valeur. On a
qui se transpose en fait en 3 niveaux. Donc on a la value design qui va nous permettre en fait de nous appuyer sur tout ce qui est recherche UX et les feedbacks des clients collaborateurs pour ainsi avoir cette notion de co-création. On va avoir également aussi la value delivery qui va permettre de soit concevoir ou de reconcevoir en fait le produit au sein des domaines, comme je disais tout à l'heure. Dans certaines entités, on va appeler ça des tribes, mais au sein des domaines, au sein des squads, pour justement avoir une optimisation de notre livraison en production. Donc les squads vont travailler en étroite collaboration en fait sur cette partie-là pour délivrer le backlog et tester en fait et valider régulièrement chaque itération. Et enfin, on a une troisième boucle qui est la value assessment. Cette partie-là, elle est menée à travers en fait la mise en place la mise en place d'un certain nombre de dispositifs pour également avoir en fait la voix du client, qu'on va appeler nous le VOC. Et ces feedbacks-là vont nous servir en fait à pouvoir en fait nous améliorer au quotidien pour justement en fait avancer. Et donc on a cette boucle qui tourne en permanence et on essaye de centrer en fait le client au milieu pour justement faire en sorte d'avoir une valeur continue qui est délivrée. Merci Wilson. Florian, on a le temps sur une dernière question, une ou deux dernières questions? Ouais, on a le temps, pas de problème. Ok, super. Alors, on va prendre la question de Léa. Alors, Léa, elle nous pose cette question-là. Elle dit, pour mettre en place SAFe, avez-vous utilisé l'implementation roadmap que propose SAFe? Le top management a-t-il été formé et l'idée accompagnée, je pense, sur le sujet? Tu veux que je commence? Vas-y. Ouais. Ok. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit en préambule de notre table ronde, chez BDDF IT, en fait, nous ne nous sommes pas appuyés en fait uniquement sur le modèle SAFe. On s'en est servi comme une boîte à outils. Et on a également aussi cherché en fait été chercher de l'expérience dans nos différentes entités. Tel Fortis aujourd'hui, qui est BNP au Benelux, précisément en Belgique, qui eux sont très avancés en fait sur l'agile à l'échelle. Et nous avons été chercher également chez nos voisins de BNL qui sont en Italie. Et donc, une fois que les sponsors se sont mis en fait autour de la table, il faut savoir que les plus gros sponsors qui sont au niveau du COMEX, on a Thierry Laborde et ensuite après nous avons Pierre Roulman qui conduisent ces sujets-là, ont été acculturés à l'agile, mais pas sur le modèle SAFe, sur l'agilité en fait en global avec les différents modèles que nous avons été un petit peu piochés, comme je le disais préalablement. Dans le modèle Spotify et dans le LES, et nous avons mis en place en fait notre roadmap en fait d'accompagnement, mais sans pour autant en fait leur montrer la roadmap SAFe, comme vous pouvez le voir quand vous vous connectez sur SAFe et qu'on ouvre en fait cette carte, elle a tendance à faire peur. Et donc on a préféré piocher certains éléments, et par contre on leur a demandé de s'appuyer énormément et de concevoir avec les équipes de Pace le Tom Guideline. Ok. Je te passe la parole, Thibaut. Thibaut, tu veux ajouter un petit mot? En fait, je répondrais non, pas vraiment. On n'a pas mis en place le Implementation Roadmap, mais on a défini un petit framework de déploiement. Donc, je ne vais pas le détailler là, mais enfin, sauf si tu me laisses 10 secondes, mais bien sûr. L'objectif de nos... je négocie du temps de parole. En fait, la transformation d'une équipe chez nous ne vise pas à amener l'ensemble de la chaîne de valeur sur un niveau d'expertise ultime d'agile ou d'agile à l'échelle, mais au contraire d'atteindre un niveau suffisant qui leur permet par la suite de rentrer dans une boucle vertueuse d'amélioration continue qui leur permettra
par eux-mêmes de continuer à progresser. Il est bien évident que c'est pas en 6, 8, 9 mois chez nous. En gros, une transformation, ça va durer aux alentours de 9 mois. C'est pas en 9 mois qu'on devient les maîtres de toutes les maîtres de safe, les maîtres du CI/CD, du DevOps, etc. C'est beaucoup plus long que ça. Donc nous, notre objectif, c'est de planter toutes les graines qui font que, au bout de 9 mois, les équipes vont rentrer dans ce cercle vertueux et en continuant à pratiquer et en ajoutant des nouvelles cordes à leur arc, vont continuer à se développer. Et donc, notre stratégie de déploiement se base sur la définition de ce qu'on appelle un MVP de transformation, Ouais. dans lequel chaque entité, sur la base du tome qu'on a écrit, va rédiger ses propres ambitions de transformation, qui ne sont pas les mêmes en fait d'une entité à une autre, mais qui restent quand même toutes conformes à l'operating model qu'on a décrit au niveau de la SocGen. Et ce MVP les amène sur un minimum viable product, donc c'est vraiment le premier état stable d'une transformation à partir duquel les gens vont pouvoir s'épanouir tout seuls et continuer à développer leurs pratiques sans la présence de 3 coachs derrière eux pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Donc, est-ce que c'est pile poil l'implementation roadmap de Safe? Honnêtement, je ne sais plus parce que je ne l'ai plus en tête. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est assez longue et tortueuse. Elle est assez longue, mais donc elle est assez bien représentée pour ça. Moi, si j'ai un petit conseil, mais vraiment rapide à donner à Léa là-dessus, c'est qu'il y a Michel Levasselot qui a fait un livre blanc là-dessus qui s'appelle Safe dans la locomotive et qui donne vraiment un aspect pratico-pratique de comment lancer son premier train. Et franchement, c'est plutôt bien fait et c'est plutôt vraiment axé ultra pratique. Après, bien sûr, ça sera adapté à son contexte et tout, mais ça peut être une bonne source d'inspiration pour, comme le disait Wilson, acculturer ou donner des perspectives au management. Voilà. Il y a une autre question qui avait suscité beaucoup de votes, Florian? Ouais, mais là, je pense qu'on peut peut-être clôturer. Ce que je propose, moi, c'est qu'on réponde, on réponde par mail. Voilà, un mail va être envoyé à tous les participants et voilà qu'on y réponde qu'on réponde, je sais pas, au top 10 des questions les plus demandées. Ouais. Et voilà. On va essayer de répondre un maximum parce qu'elles étaient vraiment super intéressantes, les questions. Moi, je les ai lues un petit peu aussi vite. Effectivement, il y en avait une qui était intéressante. C'est en quoi Safe fait concrètement un focus customer centric depuis la version 5. Tu vois, c'est de Jean-François. Ouais, Ouais, et là aussi, il faudrait quasiment une table ronde parce que c'est ça. y a des agilistes qui sont d'accord et pas d'accord là-dessus, donc il y aurait beaucoup à dire. Le sujet projet product aussi, que je vois Mehdi qui posait une question sur projet programme, visibilité budgétaire, enfin la coexistence d'une gestion de produit et d'une gestion de projet. Pareil, on peut refaire une table ronde autour de ça. Hein. C'est un très vaste sujet. C'est peut-être des rendez-vous récurrents à mettre en place. Alors, on ne sait pas, ça va peut-être nous donner des idées. Florian, je te laisse le mot de conclusion. Merci en tout cas, Wilson et Thibaut. Merci à vous. Merci à vous deux. Hein. Et moi, je vous ai mis un petit sondage dans l'espace sondage, donc je vous invite à y répondre. Et je ferai partir un mail la semaine prochaine et on essaiera de répondre aux questions restées sans réponse. Et puis voilà, je vous remercie tous d'avoir participé et je vous dis à bientôt. Je vais laisser tourner le live encore quelques minutes pour que vous puissiez répondre au sondage. Et voilà, je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt.